Mon mari a oublié l'anniversaire de notre fils. C'est alors que je l'ai vu entrer dans un restaurant accompagné de sa maîtresse. Je n'avais jamais mis les pieds au Firmament, ce genre de restaurant au bord de l'eau où les sols en marbre poli reflétaient la lueur chaude des lustres et où la silhouette de Paris scintillait comme une promesse silencieuse à travers les baies vitrées. Mais ce soir, il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de Léo, mon adorable fils de 7 ans aux yeux écarquillés, qui avait passé toute la journée à s'entraîner à souffler ses bougies sans postillonner sur le gâteau. J'avais économisé pendant des mois, raclant chaque euro disponible pour que mon fils ait un souvenir d'anniversaire qu'il n'oublierait jamais. Et quand il a souri au serveur qui apportait un petit gâteau au chocolat à notre table, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps que j'avais fait quelque chose de bien. « Maman, tu crois que papa va bientôt appeler ?» a murmuré Léo en tortillant le coin de sa serviette. Mon sourire a légèrement vacillé. « Peut-être, mon chéri. Il est occupé ce soir. » Occupé ? C'était le mot qu'Étienne m'avait envoyé par texto plus tôt, jeté nonchalamment comme un caillou dans un puits profond. Pas d'excuses, pas d'explications, pas de « joyeux anniversaire, mon fils ». J'ai repoussé la douleur. « Allez », ai-je dit doucement. « Fais un vœu. » Léo a fermé les yeux. Un souffle, une lueur d'espoir. Les bougies se sont éteintes et les portes du restaurant se sont ouvertes. J'ai levé les yeux automatiquement, puis je me suis figé. Étienne Dubois est entré, grand, calme, portant le manteau sur mesure que je lui avais acheté à Noël dernier. Mais ce n'est pas le manteau qui a fait s'arrêter mon cœur. C'était la femme à son bras. Jeune, magnifique, riant doucement alors qu'Étienne posait sa main dans le creux de son dos comme si elle y avait toujours appartenu. La salle n'est pas devenue silencieuse, mais moi, si. Mon pouls battait dans mes oreilles alors qu'Étienne guidait la femme vers une table à moins de 6 mètres de l'endroit où j'étais assise. Léo s'est retourné, les yeux écarquillés, la confusion se dessinant déjà sur son petit visage. « Maman, on dirait papa. » Ma gorge s'est serrée quand Étienne a finalement levé les yeux, et nos regards se sont croisés à travers la salle à manger illuminée. Et c'est à ce moment-là que tout en moi a commencé à se briser. Je n'avais jamais imaginé franchir les portes d'un endroit comme le Firmament. Pour la plupart des Parisiens, ce n'était qu'un autre restaurant chic au bord de la Seine avec une vue de carte postale. Mais pour moi, c'était comme entrer dans un autre monde. Un monde auquel je n'avais jamais appartenu, un monde que j'admirais seulement à travers des photos lumineuses sur Instagram ou des couvertures de magazines glacés en pliant le linge tard le soir. Mais ce soir, je ne pensais ni à l'élégance ni au prix. C'était le 7e anniversaire de Léo, et je voulais qu'il se sente spécial, même si je devais utiliser jusqu'au dernier centime des économies que j'avais réussi à cacher aux yeux contrôlants d'Étienne. Je me souviens avoir compté mes pourboires à minuit, virant 20 € à la fois sur un petit compte d'épargne à mon nom de jeune fille. Je me souviens avoir sauté des déjeuners au travail, choisissant du café instantané plutôt que mon café habituel juste pour étirer chaque euro un peu plus. Je me souviens avoir dit à Léo des semaines plus tôt, cette année, « Mon chéri, nous allons faire quelque chose d'inoubliable. » Son visage s'était illuminé, et à partir de ce moment, j'ai su que je devais le faire, peu importe la difficulté. En entrant dans le restaurant plus tôt dans la soirée, j'avais senti mes paumes devenir moites. L'hôtesse m'avait accueilli avec un sourire impeccable, le genre qu'elle réservait habituellement aux clients importants et aux influenceurs qui réservaient des tables près des fenêtres des mois à l'avance. J'ai lissé la robe de friperie que j'avais repassée 3 fois pour qu'elle paraisse neuve. J'ai essayé d'ignorer à quel point je me sentais déplacé au milieu des perles, des costumes sur mesure et du doux tintement des verres en cristal. Mais quand Léo a eu le souffle coupé devant la vue, « Maman, on dirait que toute la ville est en fête. » Toute mon insécurité s'est envolée. « C'est pour toi », ai-je murmuré. « Tu le mérites. » Je ne lui ai pas dit qu'on ne m'avait jamais emmené dans un restaurant comme celui-ci quand j'étais enfant. Je ne lui ai pas dit que je m'étais promis qu'il ne ressentirait jamais le même sentiment de petitesse que j'avais porté autrefois. Je ne lui ai pas dit à quel point j'avais travaillé dur pour qu'il se sente célébré, même si son père l'avait oublié. Pendant un bref instant, tout semblait parfait, comme si le monde s'était arrêté juste pour offrir de la joie à Léo. Je me suis laissé croire que la nuit resterait ainsi. Je n'avais aucune idée que la tempête marchait déjà vers moi. Il fut un temps où Étienne Dubois n'était pas un étranger pour sa propre famille. Avant les nuits tardives, avant les voyages inexpliqués en plein cœur de Paris, avant le silence froid qui a lentement rempli notre maison, il avait été l'homme avec qui je pensais vieillir. Dans les premières années de notre mariage,
Étienne m'attendait à la sortie du travail avec des plats à emporter et ce sourire de gamin auquel je ne pouvais résister. Il portait Léo sur ses épaules à travers le jardin du Luxembourg, montrant les cerfs-volants et prétendant qu'il pouvait les rattraper. Il disait des choses comme « Nous allons donner à Léo le genre d'enfance que nous n'avons jamais eu ». Et je le croyais. Mais quelque part en chemin, l'ambition a dévoré tout ce qu'il y avait de doux en lui. Ça a commencé petitement, un dîner manqué, une promesse oubliée, un changement dans son ton chaque fois que je demandais pourquoi il était encore en retard. Puis sont venus la nouvelle garde-robe, le parfum de luxe que je ne reconnaissais pas. La façon dont il a commencé à protéger son téléphone comme s'il contenait des secrets d'État. J'ai essayé de trouver des excuses pour ces signes, me disant qu'il était stressé, surmené, épuisé. Mais au fond, je sentais le lent effilochage de l'homme que j'avais épousé. Il a commencé à tout critiquer. La façon dont je préparais les déjeuners de Léo, dont je pliais le linge, dont je ne comprenais pas la pression d'être le soutien de famille. Et j'absorbais chaque coup en silence, comme le fait souvent une femme fatiguée, jusqu'à ce que je ne me souvienne plus du son de mon propre rire. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas la négligence. C'étaient les réécritures. Étienne avait une façon de tordre les histoires jusqu'à ce que je doute de ma propre mémoire. Si je demandais pourquoi il n'était pas rentré avant 2 heures du matin, il me lançait « Tu aimes m'accuser ». Si je mentionnais que Léo lui manquait, il soupirait dramatiquement. Je travaille pour cette famille. Je fais tout pour vous deux. Mais la vérité était plus simple, plus froide, et assise en ce moment même à une table en face de moi au firmament. Étienne ne travaillait pas tard. Il n'était pas débordé. Il n'était pas fatigué. Il était parti bien avant que je réalise que je vivais avec un fantôme. Un fantôme qui exigeait toujours que je prétende que notre famille était entière. Et en le regardant rire doucement au murmure de Chloé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la tristesse, pas de la jalousie, mais un éveil. Ce soir, la vérité refusait de rester enterrée. Léo Dubois avait toujours été le genre d'enfant qui croyait que le monde était plus gentil qu'il ne l'était en réalité. À 7 ans, il pensait encore que chaque promesse non tenue avait une bonne raison. Que chaque adulte finissait par dire la vérité, et que son père, peu importe le nombre de fois où il ne s'était pas montré, l'aimait d'une manière qu'il ne savait tout simplement pas exprimer. J'aurais aimé pouvoir protéger cette innocence pour toujours. Plus tôt ce matin-là, Léo s'est réveillé avant l'aube, me secouant doucement l'épaule. « Maman, c'est l'heure de mon anniversaire », a-t-il chuchoté, les yeux brillants d'anticipation. J'ai souri à travers mon sommeil. « C'est ton anniversaire depuis déjà 7 heures. » Il a gloussé, filant pour remplir son petit sac à dos de trésors dont il pensait avoir besoin. Un astronaute Lego, un dessin froissé qu'il avait fait de notre famille, et la petite voiture majorette bleue qu'Étienne lui avait achetée il y a 2 ans, le dernier cadeau de son père qui n'était pas une pensée après coup. Au petit déjeuner, Léo s'est entraîné à souffler une seule bougie plantée dans un pancake. « Tu penses que papa viendra ce soir » a-t-il demandé entre 2 bouchées. J'ai marqué une pause. Je ne voulais pas mentir, mais je ne pouvais pas non plus l'anéantir. Je pense que ton père sait que c'est un jour important, ce qui était techniquement vrai. Étienne aurait dû le savoir. Le reste de la journée, Léo a continué à regarder l'horloge, comptant les heures jusqu'au dîner. Il a refusé que je porte son sac à dos, insistant « Papa voudra voir ce que je lui ai fait, aussi ». Au moment où nous sommes arrivés au firmament, Léo était pratiquement surexcité. La vue, la musique douce, les nappes élégantes. Tout lui semblait magique. Il a pressé son nez contre la vitre, fixant la ligne d'horizon. « On dirait que tous les immeubles font la fête avec moi », a-t-il dit. J'aurais souhaité que la nuit puisse se terminer là, avec ce sourire. Mais quand Léo s'est retourné et a aperçu Étienne entrant avec Chloé, quelque chose en lui a changé. Ses épaules se sont affaissées, ses yeux se sont obscurcis. La confusion s'est répandue sur son visage comme une ombre. « Maman !» Sa voix s'est brisée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. C'était le son de l'innocence qui commençait à se fracturer. Et alors que Léo s'agrippait à mon bras, j'ai compris une chose avec une clarté douloureuse. Ce soir, je n'assistais pas seulement à la fin d'un mariage. Je regardais le petit cœur de mon fils se briser pour la première fois. Étienne Dubois n'avait pas seulement oublié l'anniversaire de Léo. Il l'avait entièrement effacé de son esprit, comme s'il s'agissait d'un rendez-vous anodin qu'il pouvait reporter.
Pour moi, le moment où cette vérité s'est installée a eu lieu des heures avant le firmament, lorsque mon téléphone a vibré avec le seul message que je redoutais. En retard. Grosse présentation demain. Ne m'attends pas. Pas de « joyeux anniversaire, mon fils ». Pas de « dis à Léo que je l'aime ». Rien. J'avais fixé l'écran lumineux, engourdi. J'ai tapé une réponse 2 fois, supprimé les 2 brouillons, et finalement n'ai rien envoyé. Ça ne servait à rien. Étienne avait fait un choix, et ce n'était pas nous. J'ai serré le téléphone, essayant de respirer. Je m'étais promis de ne pas pleurer aujourd'hui, pas le jour de l'anniversaire de Léo. Quand Léo a demandé « Est-ce que papa est excité aussi ?», j'ai forcé un sourire qui semblait sur le point de se briser. Mon chéri, ton père a beaucoup de choses en tête, mais il sait qu'il a de la chance de t'avoir. Une demi-vérité, un petit bouclier pour un enfant qui vénérait encore son père. Mais la vérité m'a frappé par vagues. Je me suis souvenu de Léo gardant la dernière part de pizza pour Étienne, au cas où papa rentrerait. Je me suis souvenu de la façon dont Léo tenait ses dessins près de la porte, espérant qu'Étienne entrerait au bon moment. Je me suis souvenu de toutes les promesses qu'Étienne avait faites et oubliées comme des gouttes de pluie glissant sur un pare-brise. Au moment où Léo et moi sommes arrivés au firmament, j'avais accepté avec un chagrin silencieux qu'Étienne ne viendrait pas. J'avais répété une douzaine d'explications douces pour Léo. J'avais préparé mon cœur à absorber sa déception. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'était au cruel rebondissement de la réalité. Je ne m'attendais pas à ce qu'Étienne franchisse les portes du même restaurant que j'avais choisi avec une autre femme à son bras. Je ne m'attendais pas à ce que Léo en soit témoin. Je ne m'attendais pas à ce que l'univers prenne la seule nuit que j'essayais de sauver et la fasse voler en éclats. Parce qu'oublier l'anniversaire était une blessure. Entrer dans le même restaurant avec sa maîtresse le soir même où j'essayais de protéger le cœur de notre fils était tout autre chose. Ce n'était pas de la négligence. Ce n'était pas du stress. Ce n'était pas une erreur. C'était une trahison au timing parfait. Le genre qui n'est pas accidentel. Le genre qui laisse des cicatrices. Pour moi, le firmament, c'était comme poser le pied sur une autre planète. Une planète que j'avais admirée de loin mais que je n'avais jamais osé approcher. Le jazz doux qui flottait dans la pièce, la lueur des bougies se reflétant sur les verres en cristal, le léger cliquetis des couverts. C'était le genre de monde où les gens comme moi n'étaient pas invités. Mais ce soir, je n'étais pas là pour m'intégrer. J'étais là pour offrir à Léo un souvenir intact de toute déception. L'hôtesse nous a conduits à une table près de la fenêtre, le genre de table habituellement réservée pour les anniversaires de mariage, les fiançailles, ou les gens qui portaient la confiance comme un costume sur mesure. Moi, je ne portais qu'une robe de seconde main et de l'espoir. Mais quand j'ai vu les yeux de Léo s'écarquiller devant la vue panoramique sur Paris, scintillant sur la Seine, j'ai senti quelque chose de chaud fleurir dans ma poitrine. « Maman, cet endroit est comme dans un film », a murmuré Léo en se penchant vers la vitre. J'ai souri. « Alors ce soir, c'est toi la star. » J'ai commandé le plat préféré de Léo, des pâtes au beurre avec du poulet grillé. Quelque chose de simple, de sûr, de familier. Je n'étais pas sûr qu'il aimerait les plats plus sophistiqués, et je ne voulais pas que cette soirée ait le moindre faux pas. Le serveur est revenu avec du pain chaud, a versé de l'eau pétillante dans de grands verres et s'est adressé à Léo comme à un jeune gentleman. Léo s'est redressé, fier. Pendant un instant, c'était parfait, calme, doré. Quelque chose de fragile, mais de beau. Je me suis permis de respirer. J'ai jeté un coup d'œil autour de la salle, remarquant des détails que je n'aurais jamais pensé voir de près. Un couple célébrant un anniversaire avec du champagne. Une famille vêtue d'élégants habits de soirée. Des cadres discutant de contrats à voix basse. Je n'appartenais à aucun de ces mondes. Mais d'une manière ou d'une autre, être ici pour Léo me donnait le sentiment d'avoir ma place. Léo balançait ses petites jambes sous la table. « Maman, tu penses que papa aimerait cet endroit ?» J'ai hésité. Je détestais mentir, mais je détestais encore plus le blesser. « Je pense qu'il voudrait que tu en profites », ai-je dit doucement. Léo a hoché la tête, acceptant la réponse avec l'innocence que seuls les enfants possèdent. Les pâtes sont arrivées, fumantes. Le rire de Léo a rempli l'air, et j'ai finalement laissé mes épaules se détendre. Peut-être, juste peut-être, que la nuit pouvait encore être belle. Mais la beauté est fragile.
Et juste au moment où Léo levait sa fourchette pour la première bouchée, la porte s'est ouverte derrière nous, et le destin est entré, portant le visage d'Étienne Dubois. Au moment où la porte du firmament s'est ouverte, j'ai senti un étrange frisson me parcourir l'échine, comme si mon corps avait senti le désastre avant mes yeux. J'ai levé les yeux nonchalamment, m'attendant à voir un autre couple ou une réservation tardive arriver. Au lieu de cela, l'univers a choisi la cruauté. Étienne Dubois a franchi l'entrée comme la star d'une vie qu'il ne partageait plus avec nous. Il n'était ni pressé, ni stressé, ni épuisé comme il l'avait prétendu dans son texto quelques heures plus tôt. Il avait l'air calme, confiant, presque radieux sous la lumière dorée du lustre. Mais ce qui m'a glacé, ce n'était pas lui. C'était elle. Chloé Laurent. Une femme si naturellement magnifique que cela semblait injuste. De longs cheveux sombres tombant en cascade sur une robe de satin, un sourire assez travaillé pour paraître naturel, et une main passée nonchalamment sous le bras qui appartenait autrefois à mon monde. La main d'Étienne reposait sur le dos de Chloé avec une familiarité qui m'a transpercé comme une lame. Pendant un instant, le temps a perdu son rythme. Le tintement des verres, la musique jazz, les conversations murmurées, tout s'est estompé derrière le tonnerre dans mes oreilles. Mon esprit cherchait désespérément des explications. Un dîner de travail? Un client? Une erreur? Mais Chloé s'est penchée, riant à quelque chose qu'Étienne a murmuré, ses doigts effleurant sa poitrine. Non, ce n'était pas professionnel. Ce n'était pas accidentel. C'était la trahison, vêtue de satin et de confiance, marchant droit vers le dîner d'anniversaire de mon fils. Léo les a vus ensuite. Sa petite main s'est figée en l'air, la fourchette suspendue. Son sourire a disparu, la confusion assombrissant ses yeux. « Maman, c'est papa » a-t-il murmuré, la voix tremblante. Mon souffle s'est coupé. Étienne a finalement levé les yeux, et à l'instant où son regard a croisé le mien, toute son expression a changé. L'aisance s'est évaporée, sa mâchoire s'est crispée, sa posture s'est raidie. C'était la réaction d'un homme pris dans un mensonge dont il ne pouvait pas se sortir. Chloé a suivi son regard, son sourire s'effaçant en m'apercevant, puis Léo, puis la seule bougie d'anniversaire qui fondait encore sur le gâteau. Une lueur de quelque chose, choc, culpabilité, irritation a traversé son visage. Je me suis levé lentement, les paumes engourdies. Léo s'est agrippé à ma manche, cherchant désespérément des réponses que je ne savais pas encore comment donner. De l'autre côté de la salle, Étienne a fait un pas en arrière involontaire, parce qu'à ce moment unique et dévastateur, la vie qu'il avait construite sur des secrets est finalement entrée en collision avec la famille qu'il avait abandonnée. Je ne me souviens pas m'être levé. Mon corps a bougé avant que mon esprit ne rattrape, poussé par quelque chose de brut et d'instinctif. Le besoin de protéger mon fils de l'épave qui se déroulait devant nous. De l'autre côté de la salle à manger, Étienne s'est raidi comme si quelqu'un avait tiré un fil invisible le long de sa colonne vertébrale. La main de Chloé a glissé de son bras, la confusion ou l'agacement vacillant sur son visage parfaitement maquillé. Ma voix tremblait quand j'ai parlé, non pas de peur, mais d'un chagrin trop lourd à cacher. « Étienne, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a cligné des yeux une fois, deux fois, comme le font les menteurs lorsqu'ils cherchent désespérément le mensonge le plus propre. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-il rétorqué, son ton sec, défensif. « Tu me suis, maintenant ?» Mon souffle s'est coupé. L'audace a été comme une gifle. « Tu as oublié l'anniversaire de ton fils » ai-je dit, essayant de ne pas craquer devant des étrangers. « J'ai emmené Léo ici parce que tu as dit que tu travaillais tard. » Léo s'est serré contre moi, ses petits doigts agrippant ma robe. « Papa » a-t-il murmuré. « Pourquoi tu es avec elle ?» Étienne a dégluti difficilement, regardant autour de lui comme s'il calculait sa stratégie de sortie. Les regards des tables voisines avaient déjà commencé à se tourner vers nous. Des clients fortunés, des cadres, des couples, tous sentant le drame s'inviter dans leur atmosphère impeccable. Chloé s'est avancée, tentant un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux. « Étienne, peut-être qu'on devrait rester en dehors de ça » a-t-elle lâché à voix basse, mais pas assez bas. La température de la pièce a semblé changer. Mon cœur s'est tordu, mais quelque chose en moi s'est raffermi. « Non » ai-je dit doucement. Elle fait partie de ça, apparemment. L'expression de Chloé s'est durcie. L'agacement remplaçant maintenant la confusion. Je ne savais pas qu'il avait des projets avec sa famille ce soir, a-t-elle dit,
bien que son ton suggère qu'elle regrettait même d'avoir dit cela. J'ai failli rire, non pas d'humour, mais d'incrédulité. Des projets, un anniversaire, un enfant qui attend avec un cadeau fait main. Étienne s'est passé une main sur le visage, exaspéré. Ce n'est pas l'endroit, Amélie. Mais c'est l'endroit que tu as choisi, ai-je répondu, ma voix se brisant mais résolue. Pour la première fois, Chloé a semblé mal à l'aise. Vraiment mal à l'aise. Elle s'est légèrement éloignée d'Étienne comme si la chaleur de ses choix l'atteignait enfin. J'ai senti Léo se pencher contre moi, son souffle irrégulier. À ce moment, avec les lustres scintillant au-dessus, la trahison se déroulant à côté de moi, et mon fils tremblant à mes côtés, quelque chose de puissant s'est installé en moi. Pas la rage, pas la vengeance. La clarté. C'était le moment où j'ai arrêté de protéger les mensonges d'Étienne et commencé à protéger ma propre vie. Juste au moment où je sentais mes genoux menacés de céder, une ombre s'est déplacée d'une table voisine, calme, délibérée et étrangement familière. Je me suis retourné, surprise, alors qu'un homme grand en costume anthracite s'approchait avec la confiance tranquille de quelqu'un habitué à entrer dans le chaos et à l'apaiser par sa seule présence. Le docteur Adrien Lefebvre. Je ne l'avais pas vu depuis plus d'1 an. Pas depuis le bilan d'asthme de Léo à la clinique de quartier où Adrien faisait parfois du bénévolat. Je me souvenais de son ton doux, de la façon dont il parlait à Léo avec plus de patience que la plupart des médecins n'en ont jamais. Je ne m'attendais pas à le voir dans un endroit comme le firmament, ni à ce qu'il marche droit vers moi. Amélie, a-t-il dit doucement, l'inquiétude perçant dans sa voix. Est-ce que tout va bien? Étienne s'est raidi instantanément. Qui êtes-vous? Adrien ne l'a même pas regardé. Son attention est restée sur moi, puis sur Léo, qui se cachait à moitié derrière moi, le visage pâle et confus. J'ai ouvert la bouche, mais ma voix a flanché. Je ne sais pas. Adrien s'est légèrement déplacé, se plaçant à côté de moi dans un geste subtil de soutien. Pas envahissant, pas présomptueux, mais rassurant. Sa seule présence semblait stabiliser l'air autour de moi. Étienne a ricané. C'est une affaire privée. Adrien s'est enfin tourné vers lui, sa posture calme mais inflexible. Vous avez amené votre affaire privée dans un lieu public, a-t-il dit d'un ton égal. Et votre fils est clairement en détresse. Chloé a cligné des yeux, décontenancée. Elle n'avait pas l'habitude d'être contestée dans des salles comme celle-ci. Écoutez, nous ne voulons vraiment pas de problème. Personne ne veut de problème, a répondu Adrien, la voix douce mais ferme. Mais un enfant souffre. C'est la priorité. Quelque chose a vacillé sur le visage d'Étienne. La défensive, l'embarras, peut-être même la peur de ce que les riches clients autour de lui pensaient. Léo a tiré sur ma manche. Maman, on peut rentrer à la maison. Ce plaidoyer silencieux a failli me briser. Adrien s'est légèrement penché vers moi. Si vous le souhaitez, a-t-il dit. Je peux vous raccompagner, juste pour vous donner un moment pour respirer. Étienne s'est avancé, la colère fulgurant. Elle n'a pas besoin de votre aide. J'ai inspiré lentement, le genre de respiration que l'on prend en choisissant un avenir différent. Pour la première fois cette nuit-là, j'ai regardé Étienne droit dans les yeux, stable et sans peur. Si, ai-je dit. Et notre fils aussi. Un silence est tombé sur les tables voisines, car à cet instant, je n'étais plus seul. Je ne me souviens pas du trajet de la table à la sortie. Je me souviens seulement de la petite main de Léo agrippant la mienne, tremblante de confusion, et de la présence réconfortante du docteur Adrien Lefebvre marchant à un demi-pas prudent derrière nous, assez proche pour protéger, assez loin pour respecter mon espace. Dehors, l'air frais de la nuit a caressé mon visage, vif et dégrisant. Le pont Alexandre III brillait au-dessus de l'eau, son reflet tremblant comme les battements de mon cœur. Léo a reniflé, s'essuyant la joue avec le dos de sa manche. Maman, j'ai fait quelque chose de mal? C'est pour ça que papa ne voulait pas s'asseoir avec nous? La question m'a frappé plus durement que tout ce qu'Étienne avait dit à l'intérieur de ce restaurant. Je me suis agenouillé, prenant le visage de Léo entre mes mains. Non, mon chéri. Tu n'as rien fait de mal. Rien de tout ça n'est de ta faute. Mais papa avait l'air en colère, a murmuré Léo. Et il avait son bras autour de cette dame. Ma gorge s'est nouée. Je voulais le protéger de cette réalité, le préserver de la cruauté des échecs des adultes.
Mais la vérité était entrée de plein pied dans notre soirée, portant des talons et du rouge à lèvres. Avant que je puisse répondre, Adrien s'est accroupi à côté de nous, sa voix douce. Léo, parfois, les adultes font de si grosses erreurs qu'ils en oublient les personnes qui les aiment le plus. Mais ce n'est pas de ta faute. Léo l'a regardé, absorbant les mots comme un enfant essayant de donner un sens à un chagrin d'amour pour la première fois. J'ai regardé Adrien, vraiment regardé, calme, stable, gentil. Il était entré dans le chaos sans hésitation, non par ego, mais par instinct. Il ne connaissait pas les détails, mais d'une manière ou d'une autre, il a compris tout ce qui comptait. Merci, ai-je chuchoté. Vous ne me devez pas de remerciements, a-t-il répondu doucement. Vous méritez juste de ne pas traverser ça seul. Avant que je puisse répondre, les portes du restaurant se sont ouvertes en grand. Étienne est sorti en trombe, la mâchoire serrée, les mains crispées en poing. Amélie, il faut qu'on parle maintenant. Adrien s'est redressé immédiatement, sa posture passant de douce à protectrice. Ce n'est pas le moment, a-t-il dit fermement. Votre fils est bouleversé. Laissez-les tranquilles. Le regard furieux d'Étienne s'est tourné vers lui. Restez en dehors de ma famille. Je me suis enfin relevé, l'épuisement se transformant en une force tranquille et tremblante. C'est toi qui en es sorti le premier, ai-je dit. Bien avant ce soir. Étienne a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Pas avec Léo qui regardait. Pas avec Adrien se tenant entre nous comme un mur qu'il ne pouvait pas briser. Et pour la première fois, Étienne Dubois a semblé incertain du contrôle qu'il pensait ne jamais perdre. Le lendemain du firmament, tout semblait étrangement calme, comme si mon monde entier retenait son souffle. L'appartement, habituellement rempli des bavardages de Léo, était silencieux. Il coloriait distraitement à la table de la cuisine pendant que je préparais son cartable avec des mains qui ne cessaient de trembler. Je n'ai pas dormi, pas même un instant. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la main d'Étienne sur le dos de Chloé. Je revoyais le visage de Léo s'effondrer. J'entendais Étienne m'accuser comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Après avoir déposé Léo à l'école, j'ai conduit en silence jusqu'à ce que le voyant d'essence s'allume. Je me suis arrêté à une station-service et j'ai pris ma carte de débit. Refusé. Mon cœur s'est serré. J'ai réessayé. Refusé. Perplexe, j'ai ouvert mon application bancaire et le souffle m'a manqué. Étienne avait transféré presque tout l'argent de notre compte joint, me laissant avec 14,27 €. La trahison au restaurant était émotionnelle. Celle-ci touchait à ma survie. Les mains tremblantes, j'ai fait défiler l'écran. C'est là que je l'ai vu. De multiples dépenses de luxe. Des chambres d'hôtel au Langford. Des réservations de dîner dans des restaurants chics de Paris, des reçus de bijouterie, des trajets en VTC à 1h du matin. Tout cela au cours des 3 derniers mois. Et tout payé avec notre argent. Je suis resté assise dans ma voiture, glacée, alors que la vérité se refermait sur moi comme du métal froid. Étienne ne s'était pas contenté de me tromper. Il avait financé sa nouvelle vie avec l'argent que j'économisais, l'argent destiné aux chaussures d'école de Léo, aux courses, au loyer, à tout. Et comme si l'univers voulait remuer le couteau dans la plaie, une notification est apparue en haut de mon écran. Votre paiement par carte de crédit est en retard. Sauf que je n'avais jamais manqué un paiement de ma vie. Mon estomac s'est noué en ouvrant le compte. Des dépenses que je ne reconnaissais pas remplissaient le relevé. Des vêtements de marque, un week-end dans un spa, 2 billets d'avion en première classe. Étienne n'avait pas seulement vidé nos économies. Il avait secrètement ouvert une ligne de crédit à mon nom. Ce n'était pas de la négligence. Ce n'était pas un accident. C'était une stratégie. Un plan de sortie lent et calculé que je n'avais jamais vu venir. Un plan qui me laissait financièrement acculé, émotionnellement brisé, et portant les conséquences d'une vie que je n'avais pas choisie. Alors que je fixais l'écran lumineux de mon téléphone, une vérité a résonné dans mon esprit avec une clarté brutale. Étienne n'était pas seulement infidèle. Il construisait une vie sans moi, en m'utilisant comme fondation. Et j'avais enfin découvert toute l'étendue de sa double vie. Je me tenais devant l'immeuble de bureau d'Étienne sur l'avenue Montaigne, tenant le dossier de relevé bancaire, de factures de cartes de crédit et de captures d'écran que j'avais imprimé à l'aube. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Des remords,
de la panique, des explications. Mais j'avais besoin de réponses. Pas pour le mariage, pour ma survie. À l'intérieur du hall, tout semblait trop poli, trop froid. Des murs de verre, du marbre lisse, des gens en costume sur mesure qui passaient en coups de vent comme si rien au monde ne pouvait les ébranler. Je me sentais terriblement mal à ma place. Mais j'ai resserré ma prise sur le dossier et je me suis dirigé vers l'ascenseur. Au moment où j'ai atteint le 17e étage, mon cœur battait la chamade. L'assistante d'Étienne, une jeune femme aux cheveux blonds parfaitement lisses, a levé les yeux de son bureau. « Vous avez un rendez-vous » ? « Non, » ai-je dit, la voix tendue. « Je suis sa femme. » Une lueur de malaise a traversé l'expression de l'assistante. « Laissez-moi vérifier s'il est disponible. » Mais je n'ai pas attendu. Je suis passé devant elle, j'ai poussé la porte du bureau et je me suis figé. Chloé Laurent était assise sur les genoux d'Étienne. Pas à côté de lui, pas en face de lui, sur ses genoux. Ses bras autour de ses épaules, ses lèvres effleurant sa mâchoire alors qu'elle lui murmurait quelque chose qui le faisait sourire. Un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Le son que j'ai émis n'était pas un cri de surprise. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus profond. Comme un cœur qui se fissure en temps réel. Étienne s'est redressé d'un coup. « Amélie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Chloé a glissé de ses genoux avec grâce, lissant sa jupe avec un sourire suffisant qui m'a tordu l'estomac. « Tu m'avais dit qu'elle surréagissait » a murmuré Chloé en croisant les bras. Mes mains tremblaient alors que je brandissais le dossier. « Tu as vidé nos comptes. Tu as ouvert des crédits à mon nom. » « Étienne, qu'est-ce que c'est que ça ?» L'expression d'Étienne s'est durcie instantanément. De la surprise à l'irritation, puis au calcul glacial. « Tu ne devrais pas fouiller dans mes finances » a-t-il lâché. « C'est une violation de la vie privée. » J'ai cligné des yeux. « Nos économies communes, la carte de crédit que tu as ouverte à mon nom, ça, c'est une violation de ma vie. » Étienne s'est levé, ajustant sa cravate comme s'il se préparait pour une réunion du conseil d'administration plutôt que pour l'effondrement de son mariage. « Écoute, Amélie, je prépare les choses différemment depuis des mois, et j'ai besoin que tu arrêtes de faire des scènes, surtout ici. » Chloé s'est appuyée contre le bureau, les lèvres retroussées. « Peut-être qu'il est temps que tu laisses tomber, Amélie. Certains mariages expirent, c'est tout. » Je les ai regardés. L'homme qui avait juré de me protéger et la femme qui m'avait remplacé sans un remords. Puis Étienne a porté le coup de grâce. « Je veux que tu sois parti de l'appartement d'ici la fin de la semaine. » La pièce a tourné. Parce qu'à ce moment-là, Étienne ne brisait pas seulement notre famille. Il effaçait complètement ma place dans celle-ci. Je ne me souviens pas avoir quitté le bureau d'Étienne. Un instant, je fixais l'homme qui avait promis l'éternité en le regardant me chasser de la vie que nous avions construite. L'instant d'après, j'étais assise dans ma voiture dans le parking souterrain, le dossier toujours serré dans mes mains tremblantes. Ma vision était floue, ma respiration saccadée. Le poids de tout, la ruine financière, la trahison, l'humiliation s'est abattu sur moi comme une vague brutale que je ne pouvais pas surmonter. J'ai essayé d'inspirer, mais le sanglot qui s'est échappé était aigu et brisé. Léo. Cette seule pensée a traversé la panique. Mon fils, ma responsabilité, ma raison de continuer à respirer. J'ai appuyé mon front contre le volant et j'ai pleuré comme je ne m'étais jamais autorisé à le faire. De manière désordonnée, brute, incontrôlable. Le genre de chagrin qui ne vient que lorsque quelqu'un vous vole l'avenir que vous pensiez avoir. Le temps de rentrer à la maison, mes yeux étaient enflés, ma poitrine serrée. J'ai ouvert la porte de l'appartement pour trouver Léo en train de construire une tour de Lego sur le sol du salon. Son visage s'est illuminé. « Maman, regarde. J'ai fait une tour d'anniversaire. » Son innocence m'a brisé une nouvelle fois, mais je ne pouvais pas m'effondrer, pas devant lui. Alors j'ai ravalé ma douleur, je me suis agenouillé à côté de lui et j'ai forcé un sourire qui me faisait mal aux joues. « Elle est parfaite, mon chéri. » Cette nuit-là, après que Léo se soit endormi en serrant sa nouvelle petite voiture, je suis resté seul dans la cuisine faiblement éclairée, entouré de factures impayées, d'alertes bancaires et du silence vide qu'Étienne avait laissé derrière lui. J'ai regardé la pile de preuves, la trahison financière superposée à la trahison émotionnelle, et je me suis demandé combien je pouvais encore perdre. Puis est venu le coup final. Mon téléphone a vibré.
Un email de l'agence de location. Nous avons reçu une notification de votre mari demandant le retrait de votre nom du bail pour cause de déménagement. Veuillez confirmer la date de départ. Ma main a volé à ma bouche. Étienne ne me poussait pas seulement dehors émotionnellement. Il orchestrait mon expulsion. Rapide, silencieuse, calculée. L'homme qui avait promis de me protéger démantelait maintenant ma vie pièce par pièce. Pendant un long moment, je suis resté immobile, le monde autour de moi assourdi. Puis quelque chose d'inattendu s'est agité dans ma poitrine. Petit, faible, mais réel. Pas la rage, pas le désespoir. Une étincelle. Un murmure à l'intérieur de moi disant, tu ne le laisseras pas te détruire. Plus maintenant. Ce n'était pas encore de la force, mais c'en était le début. Le lendemain matin, je suis sorti de mon immeuble avec une lourdeur qui me collait à la peau comme un vêtement mouillé. J'avais à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais des avis d'expulsion, des comptes bancaires vidés, la voix froide d'Étienne disant « Je veux que tu sois parti ». J'avais besoin de temps pour réfléchir. Du temps que je n'avais pas. Alors que je traversais le parking, une voix familière m'a appelé doucement « Amélie ». Je me suis retourné, surprise, pour voir le docteur Adrien Lefebvre appuyé contre sa voiture, une simple tasse de voyage argentée à la main, de la vapeur s'échappant du dessus. Il ne portait pas de blouse de médecin aujourd'hui, juste un pull marine et un jean, l'air plus doux que dans mes souvenirs de la clinique. Qu'est-ce que vous faites ici, ai-je demandé, embarrassé par la rougeur autour de mes yeux. J'étais inquiet, a-t-il dit simplement. La nuit dernière n'avait pas l'air de quelque chose que l'on devrait gérer seul. Mon souffle s'est coupé. Personne ne m'avait dit une chose pareille depuis des années. J'ai essayé de les conduire avec une distance polie. Je vais bien, vraiment. Mais Adrien n'y a pas cru. Son regard s'est posé sur le dossier que je serrais, celui rempli des preuves des trahisons d'Étienne. Je peux, a-t-il demandé doucement. J'ai hésité, puis je le lui ai tendu. Adrien a lu rapidement mais attentivement, son expression se durcissant à chaque page. Quand il a terminé, il a laissé échapper une lente respiration contrôlée. Amélie, a-t-il dit calmement. Ce qu'Étienne a fait n'est pas seulement immoral. C'est illégal. Les mots ont eu l'effet d'un choc. Illégal. Pas seulement cruel, criminel. Je n'ai pas d'argent pour des avocats, ai-je murmuré, la voix brisée. Mais Adrien a secoué la tête. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. Je connais quelqu'un de bien. Quelqu'un qui traite des cas exactement comme celui-ci. Je l'ai regardé fixement. Pourquoi faites-vous ça pour moi? Adrien a rencontré mes yeux avec une sincérité qui m'a serré la poitrine. Parce que vous ne méritiez pas ce qui s'est passé hier soir. Parce que votre fils mérite la stabilité. Et parce que parfois, la vie nous donne la chance d'aider quelqu'un au moment exact où il est sur le point de se briser. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti le poids écrasant s'alléger. Juste un peu. Une seule larme a glissé sur ma joue. Mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. C'était du soulagement. Une bouée de sauvetage apparaissant alors que je pensais me noyer. Adrien m'a rendu le dossier, sa voix stable. Vous n'êtes plus seule, Amélie, et vous n'êtes pas en train de tout perdre. Pas si je peux aider. J'avais passé des années à me faire toute petite pour rentrer dans l'espace de plus en plus réduit qu'Étienne me laissait. Mais le jour après qu'Adrien m'ait offert son aide, quelque chose en moi a finalement changé. Pas une explosion spectaculaire, mais un allumage calme et constant, une étincelle qui prend feu. Cela a commencé par un acte simple, ouvrir mon placard. La plupart de mes vêtements étaient vieux, délavés, choisis pour le confort plutôt que pour la confiance. Mais enfoui derrière une pile de manteaux d'hiver se trouvait un chemisier bleu marine que j'avais acheté en solde des années auparavant, un que je n'avais jamais porté parce qu'Étienne avait dit un jour qu'il était trop audacieux pour moi. Aujourd'hui, je l'ai mis. Puis j'ai soigneusement tressé mes cheveux, appliqué une touche de mascara et je me suis regardé dans le miroir. Je n'ai pas vu la femme qui avait quitté le firmament les larmes aux yeux. Je n'ai pas vu la femme qui suppliait Étienne de venir. J'ai vu quelqu'un d'autre se former. Une femme qui avait été blessée, mais pas vaincue. J'ai déposé Léo à l'école et je me suis rendu directement au bâtiment administratif de l'hôpital où Adrien m'avait parlé d'un poste à temps partiel. Mes mains tremblaient en remplissant le formulaire de candidature.
Ma voix a vacillé pendant l'entretien, mais j'ai persévéré, répondant honnêtement, avec confiance, refusant de me diminuer comme je l'avais fait pendant des années. À midi, j'ai reçu un email. Félicitations, Amélie. Nous serions ravis de vous avoir dans notre équipe. Les larmes me sont montées aux yeux. Pas de tristesse cette fois, mais de la sensation inconnue de quelque chose qui se passe bien. Pourtant, les défis attendaient. Étienne m'a envoyé des SMS à plusieurs reprises. Tu surréagis. Nous devons régler ça calmement. N'entraîne pas d'autres personnes dans nos problèmes. Mais je n'ai pas répondu. À la place, j'ai transféré chaque message à l'avocat qu'Adrien m'avait recommandé. En fin d'après-midi, j'ai rassemblé tous les documents importants que j'ai pu trouver. Actes de naissance, dossiers médicaux, formulaires scolaires, même le vieux bail qu'Étienne essayait maintenant de m'effacer. J'ai fait des copies, je les ai organisées, étiquetées avec des mains tremblantes mais déterminées. Cette nuit-là, pendant que Léo jouait avec sa tour de Lego, je me suis assise à la table de la salle à manger, éclairée par la lumière chaude d'une lampe de bureau bon marché, remplissant des formulaires juridiques que je n'aurais jamais imaginé avoir besoin. C'était écrasant. C'était terrifiant, mais c'était un mouvement, une direction vers l'avant. Et quand Léo a levé les yeux et a dit « Maman, tu as l'air plus forte aujourd'hui », j'ai souri, sans faire semblant cette fois. Parce que pour la première fois dans un long et douloureux voyage, je l'étais vraiment. Pendant que je reconstruisais tranquillement ma vie, le monde d'Étienne commençait à se fissurer. Lentement au début. Puis, avec le son sans équivoque d'un homme perdant le contrôle qu'il croyait autrefois posséder. Ça a commencé au travail. Le matin après la confrontation au firmament, Étienne est entré au bureau en s'attendant au respect habituel, au « bonjour, monsieur » habituel, au pouvoir habituel qui accompagnait son poste. Mais quelque chose n'allait pas. Son assistante n'osait pas le regarder dans les yeux. Des collègues chuchotaient dans les coins, et sur son bureau se trouvait une seule enveloppe marquée « confidentiel ». À l'intérieur, un avis des RH. Nous avons reçu plusieurs signalements concernant une conduite inappropriée et un usage abusif des fonds de l'entreprise. Une enquête interne est maintenant en cours. L'estomac d'Étienne s'est noué. Il savait exactement d'où venaient ces signalements. Des clients qu'il avait divertis avec Chloé en utilisant des cartes de crédit de l'entreprise. Des voyages déguisés en réunions stratégiques. Des séjours à l'hôtel classés sous « développement commercial ». Il a claqué l'enveloppe sur son bureau. C'est ridicule, a-t-il marmonné. Mais les murs se refermaient. À midi, son supérieur lui a demandé de le voir. Nous avons besoin de votre entière coopération, Étienne. Les choses ne s'annoncent pas bien. Les choses se sont encore aggravées lorsque Chloé n'a répondu à aucun de ses appels. Elle était devenue complètement silencieuse. La femme qu'il pensait être à ses côtés avait disparu à la seconde où le vernis a commencé à s'écailler. Étienne lui a envoyé un autre texto. Il faut qu'on parle. Une minute plus tard, le message est passé en « lu », mais aucune réponse n'est venue. Sa mâchoire s'est crispée. Il n'avait pas l'habitude d'être ignoré. Pendant ce temps, mon silence le rongeait. Je n'avais pas supplié. Je n'avais pas argumenté. Je n'avais même pas réagi comme il s'y attendait. Au lieu de cela, j'étais parti. Calme, stable, intouchable. Cela le terrifiait plus que mes larmes n'auraient jamais pu le faire. À la maison, il a essayé d'appeler Léo. Pas de réponse. Il a essayé de m'appeler. Directement sur la messagerie vocale. Il a fait les 100 pas dans le salon, la colère et la panique tourbillonnant en lui. Il perdait le contrôle de chaque pièce de la vie qu'il avait construite, de chaque illusion qu'il avait façonnée. Puis est venu le coup de grâce. Sa carte de crédit a été refusée lorsqu'il a essayé de réserver une autre chambre d'hôtel, un hôtel qu'il avait l'intention d'utiliser pour reconquérir Chloé. Il a fixé l'avis de refus, la rage bouillonnant. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Il était censé avoir des options. Il était censé avoir le pouvoir. Au lieu de cela, en une semaine de démantèlement, Étienne Dubois a commencé à goûter aux conséquences de sa propre destruction, et je n'avais même pas encore riposté. Chloé Laurent n'avait pas l'intention de me chercher. En fait, elle a passé des jours à éviter tout ce qui lui rappelait Étienne, sa voix, son parfum, ses textos chaotiques implorant son attention. Chloé se vantait d'être une femme qui ne se laissait pas entraîner dans des ruptures compliquées.
Mais la vérité était simple, la vie d'Étienne partait en fumée, et il essayait de l'entraîner dans les flammes avec lui. Alors, quand Chloé s'est présentée devant mon immeuble, elle ne portait pas la confiance. Elle portait la culpabilité. J'ai ouvert la porte lentement, surprise et méfiante, pour voir la femme qui avait aidé à briser ma famille debout sur le paillasson. « Que veux-tu, Chloé » ai-je demandé, ma voix stable mais épuisée. Chloé a dégluti difficilement. « Je ne suis pas venu me battre. Je suis venu parce que tu mérites de savoir le reste. Les choses qu'Étienne ne t'a pas dites. » Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas non plus fermé la porte. Chloé a pris une profonde inspiration, le genre de respiration que l'on prend avant de confesser quelque chose de laid. Étienne m'a dit qu'il divorçait de toi il y a des mois. Il a dit que tu étais instable, que tu le tirais vers le bas, que tu dilapidais son argent. Ses yeux se sont baissés. Je l'ai cru. Mes ongles se sont enfoncés dans ma paume. Chloé a continué, la voix légèrement tremblante. Il m'a tout promis, un avenir, une maison, même des enfants un jour. Mais j'ai commencé à remarquer des choses. Des mensonges, de l'argent manquant, des comptes secrets. Puis j'ai découvert qu'il empruntait à des gens. Des gens dangereux. Elle a rencontré mes yeux. Il ne construisait pas une nouvelle vie. Il fuyait celle qu'il avait ruinée. Mon souffle s'est bloqué. Mais Chloé n'avait pas terminé. Il a utilisé ton nom sur plus d'une ligne de crédit. Il a falsifié ta signature. Et cette présentation qu'il prétendait avoir le soir de l'anniversaire de Léo, elle a secoué la tête. Il rencontrait un prêteur, quelqu'un qui l'a menacé s'il ne remboursait pas ses dettes. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. La trahison n'était pas seulement émotionnelle. Elle n'était pas seulement financière. Elle était criminelle, plus profonde que je ne l'imaginais. J'ai mis fin à notre relation, a murmuré Chloé. Mais il n'arrête pas d'appeler. Il pense que je vais l'aider à restaurer sa réputation. Il pense que je vais me taire. Elle m'a regardé avec une sincérité inattendue. Je suis prête à témoigner pour toi. Quoi que tu aies besoin, je dirai la vérité. Je ne m'attendais pas à de la sympathie. Je ne m'attendais pas à de l'honnêteté, mais je m'attendais encore moins au dernier mot que Chloé a prononcé en reculant. Étienne Dubois est sur le point de tout perdre, et il sait que tu es la seule à pouvoir le dénoncer. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais, mais elle semblait énorme alors que j'entrais, tenant la main de Léo et serrant le dossier qu'Adrien m'avait aidé à organiser. Les néons bourdonnaient doucement au-dessus, projetant une lueur stérile sur les tables en bois poli. Ce n'était pas un procès. Ce n'était pas une affaire criminelle. Pas encore, en tout cas. Mais c'était la première étape officielle. Garde, divulgation financière et ordonnance provisoire. Étienne était déjà assis, le dos droit dans un costume cher qu'il ne pouvait probablement plus se permettre. Il ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Son avocate, une femme vive dans un tailleur gris, lui a murmuré quelque chose en remarquant mon entrée. Mais ce n'est pas moi qui ai fait se raidir la posture d'Étienne. C'est Adrien Lefebvre qui est entré derrière moi. Il ne s'est pas assis à côté de moi. Il s'est assis derrière moi. Un soutien discret, une présence indéniable, une autorité sans arrogance. Juste assez pour faire se crisper la mâchoire d'Étienne. L'audience a commencé rapidement. L'avocate d'Étienne l'a dépeint comme un soutien de famille travailleur, accablé par la pression domestique. Puis mon avocate s'est levée. Votre honneur, nous avons la preuve qu'Étienne Dubois a vidé les fonds communs, ouvert des lignes de crédit au nom de Madame Dubois sans son consentement, et utilisé les biens matrimoniaux pour financer une relation extra-conjugale. Une onde a parcouru la salle. Étienne a bougé, mais n'a rien dit. Puis est venu le rebondissement inattendu. La porte s'est ouverte et Chloé Laurent est entrée. Le visage d'Étienne s'est vidé de sa couleur. Elle a pris la barre, les mains stables malgré la tension assez épaisse pour être coupée au couteau. Votre honneur, je suis ici volontairement. Étienne m'a menti sur son mariage. Il a utilisé les fonds communs pour payer nos voyages, nos cadeaux, nos hôtels. Il a falsifié la signature d'Amélie sur 2 demandes de crédit. Des exclamations. Un stylo est tombé quelque part. L'avocate d'Étienne a cligné rapidement des yeux, clairement non préparés. Étienne a finalement craqué. Chloé, qu'est-ce que tu fiches ? Mais Chloé ne l'a même pas regardé.
Elle m'a regardé. Je dis la vérité. La juge a pris des notes calmement. Monsieur Dubois, ce témoignage soulève des préoccupations importantes concernant votre intégrité financière et votre aptitude à la garde principale. J'ai expiré, tremblante. Pas de triomphe, mais de la libération. Puis la juge s'est tournée vers moi. Madame Dubois, jusqu'à la conclusion de l'enquête, vous conserverez la garde exclusive temporaire de votre fils. Monsieur Dubois n'aura qu'un droit de visite supervisée. Étienne s'est levé d'un bond. C'est insensé. Elle manipule tout le monde. Mais personne n'a écouté, car dans cette salle, pour la première fois, ma voix avait plus de poids que les mensonges d'Étienne, et sa chute avait officiellement commencé. Je n'ai pas célébré la victoire au tribunal avec des acclamations ou des triomphes. Je l'ai célébrée avec une respiration, une longue respiration tremblante que je n'avais pas prise depuis des années. Le genre qui dilate une poitrine autrefois écrasée par la peur. Après l'audience, j'ai emmené Léo au petit parc au bord de la rivière près de notre appartement. Le soleil se couchait, peignant le ciel de doré chaud et de violet doux. Léo a enlevé ses chaussures et a couru vers l'aire de jeu, riant comme si son petit cœur se sentait enfin assez léger pour flotter. Et pour la première fois depuis le début du cauchemar, je me suis senti en sécurité. Je me suis assise sur un banc, croisant les mains sur mes genoux, laissant le calme m'envahir. Le poids des mois, de la trahison, de l'humiliation, de la panique, a lentement desserré son emprise. Une voix douce a interrompu mes pensées. « Je peux me joindre à vous ?» Je me suis retourné pour trouver Adrien Lefebvre tenant 2 tasses de chocolat chaud. Je ne l'avais même pas remarqué approcher. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » ai-je dit doucement. « Je sais, » a-t-il répondu en m'en tendant une. « Mais je voulais. » Nous avons regardé Léo grimper le petit mur d'escalade, crier triomphalement, puis nous faire un signe de la main. Adrien a souri. « Il est résilient, » a-t-il dit. « Il ne devrait pas avoir à l'être, » ai-je murmuré. Voilà, la douleur qui vivait encore en moi. Mais cette fois, je ne me sentais pas seul avec elle. « Amélie » a dit doucement Adrien. Aujourd'hui, ce n'était pas juste une victoire juridique. C'était vous qui vous choisissiez. Et Léo, il a marqué une pause. Ça a demandé du courage. J'ai détourné le regard, les yeux me piquant. Je ne me sens pas courageuse. C'est généralement à ce moment-là que les gens le sont, a-t-il murmuré. Le silence s'est installé. Pas lourd, mais chaleureux, apaisant. Le genre qui comble les fissures au lieu de les approfondir. Léo est revenu en courant, essoufflé. Maman, Adrien, venez voir ce que j'ai construit. Il nous a entraînés vers un petit fort qu'il avait fait avec des bâtons et des feuilles. Puis, sorti de nulle part, il a tendu la main et a pris celle d'Adrien avec une confiance innocente. Ma poitrine s'est serrée, non pas de peur, mais de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Alors que le ciel s'assombrissait, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne reconstruisais pas une vie à partir de ruines. J'en construisais une entièrement nouvelle. Une où je prenais les décisions. Une où Léo se sentait protégé. Une où la gentillesse se tenait à mes côtés quand la cruauté s'en était allée. Et pour la première fois depuis que j'avais tout perdu, je pouvais enfin imaginer un avenir qui ne faisait pas mal à envisager. 6 mois plus tard, la ville semblait différente à mes yeux. Non pas parce que Paris avait changé, mais parce que moi, j'avais changé. L'enquête sur la garde a conclu en exposant pleinement la mauvaise conduite financière d'Étienne. Le témoignage de Chloé, combiné aux preuves bancaires et aux signatures falsifiées, a laissé à la juge peu de patience pour ses excuses. Étienne a perdu son emploi, sa licence professionnelle a été suspendue et l'entreprise a porté plainte pour détournement de fonds. Pour un homme qui se nourrissait autrefois de pouvoir et de perception, la chute a été brutale. Les journalistes l'ont contacté. Ses amis ont pris leur distance. Les employeurs ont refusé de toucher à son CV. Et dans une ultime ironie du sort, le prêteur à qui il avait menti a engagé des poursuites judiciaires, laissant Étienne se débattre avec des dettes qu'il ne pouvait plus cacher derrière mon nom. Il avait construit son royaume sur des mensonges, et maintenant il se tenait seul dans les ruines. Pendant ce temps, ma vie s'est épanouie tranquillement, régulièrement. Mon travail à l'hôpital est devenu permanent. Mes collègues admiraient mon éthique de travail. Léo s'épanouissait, riant, apprenant,
dessinant des images d'une maison remplie de chaleur plutôt que de tension. Mais le plus grand changement n'était pas dans les circonstances. C'était dans mon cœur. Un soir, Léo et moi avons été invités à un gala de charité, le genre d'événement élégant où je me sentais autrefois trop petite pour entrer. Mais cette fois, je n'ai pas hésité. Je portais une robe ivoire simple mais magnifique. Mes cheveux bouclaient doucement sur mes épaules. Quand je suis arrivé, Adrien attendait. Il ne m'a pas dévisagé. Il n'a pas eu le souffle coupé. Il m'a simplement regardé comme un homme regarde quelque chose dont il est reconnaissant de l'existence dans le monde. « Tu es magnifique », a-t-il dit tranquillement. « Et je me sens heureuse », ai-je répondu. La vérité, pleine et inébranlable. Tout au long de la nuit, nous avons parlé, ri, bougé avec une aisance qui semblait naturelle. Léo a tiré la main d'Adrien, lui montrant des expositions et des décorations, le réclamant avec l'acceptation pure que seul un enfant peut donner. Puis plus tard, dehors, sous les lumières du soir, Adrien a pris une grande inspiration, nerveux pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. « Amélie, je ne veux rien précipiter. Je ne veux rien remplacer, mais je tiens à toi, à Léo. Et si jamais tu envisageais un avenir où j'en ferais partie, je serais honoré. » J'ai senti des larmes chaudes monter à mes yeux, mais pas de douleur, de guérison, de possibilité, de la prise de conscience que j'avais survécu à la tempête et que j'étais entré dans un monde plus doux. J'ai pris sa main. « J'aimerais beaucoup », ai-je murmuré. Derrière nous, Léo a applaudi. Et c'est ainsi qu'Amélie Dubois est entrée dans une nouvelle vie, aimée, stable, et enfin libre.